Merci, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs. Alors, on m'a demandé de faire une présentation concernant les extrasystoles ventriculaires et de répondre aux deux questions. Quand et comment explorer, quand et comment traiter. J'espère que je serai à la hauteur pour répondre à ces deux questions. Alors, vous savez bien que les extrasystoles ventriculaires constituent un motif de consultation très fréquent, mais ce qu'on redoute essentiellement, c'est la survenue d'une fibrillation ventriculaire ou bien d'une mort subite. Donc, il faut évaluer ces patients-là. Donc, la pathologie en elle-même, elle constitue un problème lorsqu'il survient sur une cardiopathie, pas sur un cœur sain. Et donc, quand explorer et quand traiter ces extrasystoles ventriculaires? Sur le plan épidémiologique, si on fait un ECG pour tout le monde, sûrement qu'on va trouver des extrasystoles. Mais on ne va pas tous les explorer ou bien tous les traiter. Vous savez que sur un ECG de quelques secondes, on peut avoir une extrasystole dans 6% des cas. Sur un Holter, dans 80% des cas, on a des extrasystoles ventriculaires. Mais on ne va pas tous explorer ces patients. Et donc, il faut tout d'abord voir est-ce que ces extrasystoles surviennent sur un cœur normal ou bien sur un cœur pathologique. Le problème de cœur pathologique, il faut stratifier le risque. Et dans ce cas-là, on va sortir du sujet. On ne va plus parler des extrasystoles, on va parler de la pathologie elle-même. Sur le plan pronostic, pas d'association à une surmortalité chez les patients avec les extrasystoles ventriculaires sur cœur sain. Par contre, pour les cas d'hépatie sous-jacente, il y a toujours un risque et il faut toujours stratifier ces patients. Quand est-ce qu'il faut explorer une extrasystolie ventriculaire? Lorsqu'il est très symptomatique, même s'il n'est pas très fréquente, et lorsqu'il dépasse 10 à 20 par heure sur un Holter de 24 heures, soit entre 200 et 500 extrasystoles par 24 heures sur un Holter de 24 heures, bien sûr. Donc, pour explorer, tout d'abord, la clinique, l'électrocardiogramme 12 dérivations qui va nous donner beaucoup d'informations concernant ces extrasystoles, l'Holter rythmique, l'échocardiographie, l'épreuve d'effort, plus ou moins qu'on peut demander pour tout le monde, l'IRM qui est devenu le gold standard de l'exploration des extrasystoles ventriculaires, mais on ne va pas le demander pour tout le monde, et le reste des examens. Mais c'est-à-dire l'examen de débrouillage qu'on doit demander, minimal, c'est clinique, l'ECG, l'échocardiographie et le Holter rythmique, plus ou moins l'épreuve d'effort. En se basant sur les dernières recommandations européennes et américaines, tout d'abord, la clinique, il faut faire un interrogatoire vraiment policier pour rechercher est-ce qu'il y a notion de cardiopathie, est-ce qu'il y a notion de mort subite dans la famille du patient qui a les extrasystoles ventriculaires, rechercher une pathologie associée, rechercher les symptômes, surtout les palpitations, est-ce qu'ils surviennent à l'effort ou bien au repos, est-ce qu'il y a une notion de syncope, de malaise lipothymique, rechercher ces extrasystoles, est-ce qu'elles s'accentuent à l'effort ou bien elles sont plus fréquentes au repos, et rechercher est-ce qu'il n'y a pas un traitement en cours qui peut être responsable, qui peut être pro-arythmogène et qu'il faut surveiller ou bien qu'il faut arrêter. L'examen clinique, je ne vous dis rien concernant l'examen clinique parce que tout le monde peut faire un examen clinique complet. Un électrocardiogramme de 24 heures. Il donne pas mal de renseignements. Tout d'abord, concernant l'extrasystole. Il faut savoir qu'une extrasystole, il faut la définir, la décrire par sa largeur, son aspect fin ou bien son aspect qui est crocheté. Est-ce qu'il y a un couplage fixe? Est-ce qu'il y a un couplage qui est très court? Chercher l'origine de cette extrasystole. S'ils ont un aspect de retard gauche, ça veut dire qu'ils naissent du ventricule droit. S'ils ont un retard droit, ça veut dire qu'ils naissent du ventricule gauche. Et donc, mais il ne faut pas oublier le CG de base. Il faut interpréter le CG de base. Donc, il faut voir les QRS normaux. Ces QRS normaux, est-ce qu'il y a, c'est-à-dire de rythme sinusal? On peut trouver une cardiopathie sous-jacente, c'est-à-dire des anticules de nécrose, des anti négatives qui peuvent orienter vers une cardiopathie ischémique, des signes en faveur de cardiopathie hypertrophique, des signes en faveur de dysplasie, notamment les anti négatives de V1 à V3, et un crochetage, c'est l'onde epsilon que peut voir à la fin du QRS en V1 et V2. Et là, ça oriente vers, bien sûr, la dysplasie. Et il faut bien chercher est-ce que le patient est très risque ou pas. Le syndrome de Wogada, donc, en voyant l'extrasystole ventriculaire, il faut voir le rythme de base sur lequel on va chercher toutes ces anomalies-là.
On peut chercher un QT lent, un QT court, un syndrome de repolarisation précoce et d'autres anomalies qu'on doit rechercher. À côté de l'électrocardiogramme de 24 heures, le Holter-ECG il est indispensable pour voir la charge rythmique, c'est-à-dire le nombre d'extrasystoles par 24 heures, leur distribution diurne et nocturne, leur caractère catécholinergique ou vagal, ce qui survient la nuit, ce qui survient après un effort, après l'arrêt de l'effort, leur couplage, est-ce qu'il est fixe, est-ce qu'il est court, et leur répétition, est-ce qu'il y a un bigéminisme, est-ce qu'il y a une tachycardie ventriculaire non soutenue, est-ce qu'il y a des triplés. Et vous voyez que le Holter-ECG fait partie des recommandations 1 de la Société européenne de cardiologie. L'échocardiographie, devant toute extrasystolie, il faut faire une échocardiographie, voir est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau du cœur gauche, du cœur droit, la cinétique segmentaire du cœur droit et du cœur gauche, bien sûr, du ventricule droit, chercher une valvulopathie, un prolapsus de la valve mitrale, chercher une hypertrophie ventriculaire gauche, et donc toute anomalie structurelle peut être à l'origine des extrasystoles ventriculaires, et on va conclure que c'est une extrasystolie qui est sur cœur pathologique et pas sur un cœur sain. Le test d'effort, il a double intérêt, rechercher une coronaropathie sous-jacente et voir le caractère de ces extrasystoles ventriculaires. Est-ce qu'ils disparaissent à l'effort? Est-ce qu'ils s'accentuent à l'effort? Est-ce qu'ils s'accentuent à l'arrêt de l'effort, ce qui va donner le caractère vagal de ces extrasystoles? Et vous voyez, c'est une recommandation, recommandation 1 de la Société européenne de cardiologie. L'écho d'effort, il est demandé lorsqu'on cherche une cardiopathie ischémique sous-jacente. L'IRM cardiaque, comme je vous ai dit, est devenu de plus en plus demandé, mais on ne va pas la demander pour tout le monde. C'est un examen qui est onéreux et qui nécessite bien sûr une préparation, et un patient doit supporter normalement l'examen. Il est demandé lorsqu'on suspecte une cardiopathie dilatée, des séquelles du myocardite, lorsqu'on suspecte une dysplasie, par exemple, disons T négatif de V1, V2, V3, ou bien des patients qui font des palpitations paroxystiques, qui ont notion de morbidité dans la famille, lorsque les extrasystoles ventriculaires sont polymorphes ou bien très répétitives, et c'est une recommandation 2A de la Société européenne de cardiologie. Les autres examens peuvent être demandés en fonction des résultats des examens qu'on vient de demander, notamment la coronographie et la stimulation ventriculaire programmée qui a reculé dans les indications et l'exploration des extrasystoles ventriculaires, le PET scan parfois. Et donc, à la fin, on va retenir est-ce que ce sont des extrasystoles qui sont survenus sur un cœur sain ou bien sur un cœur pathologique. Donc, les extrasystoles ventriculaires dites bénignes, c'est-à-dire qu'ils sont survenus sur un cœur sain, leur caractère, ils sont monomorphes, de grande amplitude, fines, ne sont pas très larges, ils ne sont pas crochetés, ils sont un couplage fixe qui n'est pas très court, et ils diminuent ou disparaissent à l'effort. Donc, si on trouve ces caractères, on va dire que ce sont des extrasystoles qui sont sur un cœur sain. Et les plus décrits, ce sont les extrasystoles type Rosenbaum, qui naissent de la fin du bilan pulmonaire parce qu'ils ont un retard gauche et en même temps un axe qui est droit. Et sont des extrasystoles, de belles extrasystoles qui sont fines, qui sont amples, qui ne sont pas crochetés. Mais parfois, ils sont répétitifs, c'est ce qu'on appelait les extrasystoles ventriculaires de type Galavardin. Parfois, ils sont très symptomatiques, très gênantes, et donc il faut les prendre en charge dans ce cas lorsqu'ils sont très symptomatiques. Ce schéma-là montre l'origine de ces extrasystoles. Ils peuvent être au niveau, le plus souvent, au niveau des cuspes, au-dessous des cuspes pulmonaires, mais on peut les avoir au-dessous des cuspes aortiques, au niveau des piliers, au niveau de la paroi latérale du ventricule gauche. Et l'ECG permet de les localiser et de bien orienter si on va faire une ablation, soit à gauche, soit à droite. Donc, comment traiter ces extrasystoles? Lorsqu'ils sont asymptomatiques, ne sont pas très fréquentes, c'est-à-dire moins de 10 000 battements extrasystoles par 24 heures sur un ECG. Donc, lorsqu'ils ne sont pas très fréquentes et ne sont pas symptomatiques, il vaut mieux les respecter, ne pas les traiter, rassurer le patient, mais ça n'empêche qu'il faut le surveiller, qu'il faut le revoir tous les 6 mois, au moins une fois par an, parce qu'il peut y avoir autre chose qui peut apparaître les années qui suivent. Lorsqu'ils sont très symptomatiques,
invalidantes, lorsqu'ils sont très fréquentes, on propose les classes thérapeutiques, notamment les bêta-bloquants, les inhibiteurs classiques et la classe 1C. Sinon, si le patient ne répond pas à ce traitement-là, généralement, c'est l'ablation qui est proposée. Elle est efficace dans plus de 93% des cas et elle cède de système de cartographie qui permet de bien localiser l'origine de ces extrasystoles et bien sûr de les traiter de façon radicale. Les extrasystoles ventriculaires malignes. On dit malignes parce qu'ils prédisposent à la fibrillation ventriculaire, à la mort subite, ce qui survient sur une cardiopathie sous-jacente, notamment cardiopathie ischémique, dilatée, hypertrophique, une dysplasie ou bien prolapsus de la valve mitrale. Ce dernier-là, elle est vraiment exceptionnelle, qui entraîne une mort subite malgré qu'il y a des cas qui sont décrits. Ils peuvent survenir sur une canalopathie. Le problème dans ces extrasystoles ventriculaires, c'est la mort subite. Donc, le problème ne se pose plus avec les extrasystoles, mais avec la cardiopathie sous-jacente. Et donc, il faut stratifier le risque de cette pathologie et voir et prévenir la mort subite par les moyens qui sont disponibles, qui ont prouvé leur efficacité selon les dernières recommandations. Et bien sûr, chercher les facteurs déclenchants, notamment une ischémie, un trouble ionique, ou bien un effet proarythmogène d'un toxique ou bien d'un médicament. L'objectif, donc, c'est de stratifier et de chercher les patients à très haut risque cardiovasculaire de mort subite et de prescrire ou bien de proposer le traitement adéquat chez ces patients. La suppression des extrasystoles ventriculaires chez ces patients n'a aucun intérêt. Ça n'a pas la peine de s'acharner à nettoyer l'électrocardiogramme de ces patients qui ont une cardiopathie sous-jacente. Et cela, ça a été prouvé depuis le dernier siècle, c'est-à-dire depuis l'étude CAST en 1991, qui a montré que chez les patients chez qui on a nettoyé leur ECG, qui ont un infarctus du myocarde et chez qui on a nettoyé l'électrocardiogramme des extrasystoles, on a noté une augmentation de mortalité chez le groupe traité par la classe 1C. De même, d'autres classes thérapeutiques ont été utilisées, le sotalol, dans l'étude SWORD, il n'y avait pas de diminution de mortalité. Il y a par contre une augmentation de mortalité chez les patients traités par antiarythmiques. L'amiodarone, qui est considéré comme un antiarythmique ubiquiste qui sert à traiter tous les troubles du rythme, n'a pas montré non plus son efficacité dans la baisse de mortalité chez les patients qui ont des extrasystoles ventriculaires sur cardiopathie dilatée, ceci à travers les études EMIAT, CAMIAT et même d'autres études récentes. Alors, vous savez que bien le triangle de Koumel ou bien le triangle de l'arythmogénèse, il est constitué d'un substrat arythmogène qui est défini par la cardiopathie sous-jacente, d'une atmosphère ou bien d'un environnement qui survient, qui est très variable en fonction de la présence d'ischémie, d'un trouble ionique ou bien d'un système autonomique qui est déréglé. Et il y a une extrasystole qui est la goutte qui vient déborder le vase, qui vient déclencher ce trouble du rythme qui peut être mortel parfois. Et donc, ça ne sert à rien de le traiter, l'extrasystole, alors qu'on a un foyer arythmogène qui est sous-jacent. Je ne sais pas. Ma diapo n'avance plus. Ma diapo n'avance pas, pardon. Donc, dans le syndrome coronaire aigu, bien sûr, un syndrome coronaire aigu ST+, il faut s'acharner à revasculariser le patient le plus tôt possible. S'il y a un orage rythmique, il faut ajouter des bêta-bloquants et voir de la cour d'Aron pour passer le cap de cet orage rythmique. Parfois, à la phase aiguë, peut avoir recours à l'ablation pour traiter parce qu'on ne peut pas mettre un défibrillateur à la phase aiguë. On ne peut pas mettre un défibrillateur alors qu'un patient fait un orage rythmique, donc il va choquer à chaque fois. Et il faut aller ablater et surtout revasculariser ces patients parce que c'est l'ischémie qui est responsable du trouble de rythme, lutter contre les troubles électrolytiques et chercher est-ce qu'il n'y a pas un médicament pro-arythmogène. Dans la dysfonction ventriculaire gauche, les patients, actuellement, le traitement il est bien adapté, il est bien codifié. Il faut optimiser le traitement au maximum. Il faut prescrire les IEC, les ARA2 et les nouvelles classes actuelles, l'Entresto, chez nous, l'Uperio, qu'on doit prescrire le plus précocement possible. Les ISGT2 qui ont montré la baisse de mortalité chez les patients en insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection basse. Et donc, il faut optimiser d'abord le traitement. En optimisant le traitement, on a pu baisser la mortalité subite et la mortalité globale chez ces patients. Et donc,
Le traitement par les antiarythmiques ne sert à rien pour baisser la mortalité. Ce sont les défibrillateurs automatiques implantables. Ils sont indiqués lorsqu'il y a une cardiopathie ischémique et lorsqu'on est loin d'un épisode aigu ou bien d'une revascularisation de plus de 3 mois et une fraction d'éjection inférieure à 30%, cela dans la prévention primaire. Dans les cardiopathies non ischémiques, les indications de défibrillateur à reculer d'un cran de 1 à 2,1. Et ceci après l'étude d'Anish qui a montré qu'il n'y a pas de différence entre les patients qui ont bénéficié d'un défibrillateur par rapport aux patients contrôle chez les patients qui ont une cardiopathie dilatée non ischémique. Dans la prévention secondaire, il n'y a rien à discuter. C'est une prévention après une tachycardie ventriculaire qui est... Pardon, je m'excuse, j'ai dépassé un peu le temps. L'indication du défibrillateur elle est indiscutable. Dans cette étude SCODEFT, il a montré l'intérêt de poser le défibrillateur implantable chez les patients qui ont une cardiopathie dilatée. En comparant avec le traitement optimal et Cordarone, il n'y a pas de différence. Le traitement chez les patients qui ont des extrasystoles ventriculaires avec fraction d'éjection supérieure à 35%, il faut chercher l'ischémie, il faut la traiter, il faut traiter les troubles ioniques et on peut proposer l'ablation avant de proposer le défibrillateur automatique implantable si la tachycardie est soutenue. La dysplasie, je ne vais pas entrer dans les détails, sans l'ECG, c'est surtout chercher les ondes T négatives V1, V2 et cette onde epsilon. Et si le patient a des antécédents de mort subite dans la famille, il faut le traiter. Là, le caractère d'extrasystole, ce sont les extrasystoles, vous voyez là, ils sont crochetés, ils sont moches, ils ne sont pas très fines, ils sont larges. Le couplage est fixe parfois, ils sont polymorphes. Parfois, on a des TVNS. L'IRM, il peut montrer l'infiltration graisseuse et les troubles de la cinétique au niveau du VD, mais ce sont des anomalies qu'on trouve tardivement. On peut suspecter rien que sur les données cliniques et électrocardiographiques. L'indication de traitement, c'est généralement les bêta-bloquants et le défibrillateur automatique implantable dans le cadre de la prévention secondaire. Et bien sûr, interdire toute activité sportive et l'effort. L'ablation, lorsque les extrasystoles sont multiples et polymorphes. Les cardiopathies hypertrophiques, actuellement, il y a le score qu'on peut calculer à travers les différents paramètres qui sont disponibles actuellement sur Internet. On a soit les patients qui sont à risque faible, à risque intermédiaire, à très haut risque. Chez les patients, on doit prescrire le défibrillateur automatique implantable qui est de classe 1. Le traitement médical consiste au bêta-bloquant, à la Cordarone, mais surtout la Cordarone lorsqu'il y a une fibrillation associée pour maintenir le rythme sinusal. Sur les canalopathies, le traitement, on traite surtout les patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire. Dans le Bourgadin, il faut éviter tout médicament qui peuvent élever le segment ST, éviter l'apport excessif d'alcool et éviter les épisodes de fièvre. Parfois, on a recours aux quinidines lorsqu'on a un orage rythmique qu'on ne peut pas contrôler. Le QT-LON, bien sûr, fait appel aux bêta-bloquants et aux défibrillateurs dans le cadre de la prévention secondaire. Il faut conclure, professeur. Oui, monsieur, je vais conclure par ma dernière. Le catécholénergique, je vais dire un mot sur le monde des catécholénergiques parce que c'est une pathologie qui est moins fréquente, mais qui peut mettre le patient à un risque élevé de mort subite. C'est une tachycardie ventriculaire bimorphe qui survient à l'effort, surtout chez les jeunes. Le traitement adéquat, ce sont les bêta-bloquants. Ma conclusion, c'est ce schéma-là. Lorsqu'on a un cœur sain à l'ETT et sur l'électrocardiogramme, pas de signe de gravité, on considère que c'est un cœur sain et c'est un traitement symptomatique. Si le patient est symptomatique, les extrasystoles sont très fréquentes. Sinon, si c'est une cardiopathie sous-jacente, le problème, ce n'est plus les extrasystoles, c'est la cardiopathie sous-jacente qu'il faut évaluer, qu'il faut traiter convenablement. Et s'il y a des signes de gravité après un Holter OCG après une épreuve d'effort, il faut chercher une dysplasie ou bien des séquelles de myocardite ou de fibrose ou bien des séquelles d'infarctus du myocarde. Surtout, il ne faut pas s'acharner à nettoyer un électrocardiogramme sur une cardiopathie sous-jacente. Il faut traiter la pathologie sous-jacente. Je vous remercie. Merci, professeur Younessi, pour cette communication claire.